Bonjour, je vais donc vous parler aujourd'hui des modalités d'adaptation de posologie et des circonstances qu'on appelle particulières qui justifient de faire attention et d'adapter celle-ci. Alors, qu'est-ce qui est l'objectif de ce cours? Il est assez simple, c'est de bien avoir en tête que même s'il y a des posologies recommandées et un certain nombre de bruits circulent sur ces posologies, il n'y a pas de posologie type, et bien évidemment comme en médecine, on doit en permanence tenir compte d'un certain nombre d'éléments cliniques et de l'envie du patient pour adapter les posologies. Ces posologies doivent être adaptées d'abord aux besoins du patient. Là, c'est toute la question des tolérances, des effets secondaires et des objectifs du patient. Et puis, ces posologies elles doivent être anticipées. C'est toute la question, par exemple, de l'alcool qui va survenir comme un événement soi-disant indésirable dans la prise en charge des patients, alors que bien souvent, il conviendra de l'anticiper. Alors, je rappelle le plan, on est ici dans la conduite du traitement et on est dans les adaptations de posologie et la question des interactions. Un petit rappel qu'il faut avoir toujours en tête, le traitement de substitution a trois objectifs qui sont des objectifs intriqués. Un premier objectif qui est celui de la prévention des risques et des dommages, les injections, les conséquences, les overdoses, la transmission des VIH. Un deuxième objectif qui est la promotion de la santé, du bien-être et l'insertion. Et là, c'est toute la question d'éducation à la santé. On verra sûrement plus en détail lorsqu'on fera les effets secondaires. Et puis enfin, la question de la prise en charge des états de dépendance, qui présuppose d'une certaine façon que la prescription de médicaments, mais pas seulement, traite des troubles qui pourraient être apparentés à des maladies. Alors, la question des posologies, j'y reviens, c'est qu'est-ce qui permet de savoir quelle est la posologie la meilleure et la bonne. D'un point de vue du prescripteur et aussi dans un partage pédagogique avec les usagers et les patients, il y a quatre éléments qui permettent de savoir si la posologie est adaptée et si elle convient dans une idée thérapeutique d'un traitement de substitution. Euh, la première d'entre elles, c'est contrôler les besoins et le craving. Ça demande souvent très longtemps et ça doit être évalué de façon très régulière. Bien évidemment, dans la prescription de méthadone, c'est le craving centré sur les opiacés, mais se pose aussi la question du craving pour d'autres substances addictives, car lorsqu'on a réglé la question de l'injection de certains opiacés, on n'a manifestement pas toujours et souvent pas du tout réglé la question du moteur des conduites addictives. Deuxième élément, un très bon élément d'appréciation de la bonne posologie, c'est les effets des injections. C'est en gros, quand vous êtes fait une injection la dernière fois d'opiacés, est-ce que vous avez éprouvé quelque chose? Et si la posologie est adaptée, les choses sont assez simples. Docteur, je me suis fait une injection et finalement j'ai jeté mon argent par la fenêtre parce que j'ai strictement rien ressenti. Et puis d'un point de vue clinique, il y a deux marqueurs objectifs qui peuvent être tout à fait évalués et à mon sens qui doivent être évalués de façon très régulière. Je l'ai déjà dit au début de façon pluriquotidienne, puis ensuite de façon journalière, voire plus espacée, mais c'est dans des cas exceptionnels. Donc la disparition des manifestations objectives de manque, je vous renvoie à ce qu'elles sont, et puis surtout la disparition des manifestations subjectives de manque, qui sont des manifestations négligées par les usagers dans les conduites addictives. Ça fait partie du processus psychologique des addictions de faire une scotomisation des manifestations subjectives, mais aussi cette scotomisation, elle touche aussi les thérapeutes qui ont beaucoup de mal à évaluer la question des manifestations subjectives de manque, qui pourtant sont un des moteurs principaux et ou étiologiques du phénomène addictif. Donc ces quatre points, c'est des points cliniques très importants et il n'y a en général pas besoin d'autre chose pour adapter les traitements et les posologies de méthadone. Alors, il y a des facteurs qui sont à connaître quand même qui vont influer, c'est la partie droite de ce tableau en bleu, les posologies, des situations qu'on doit anticiper. Premièrement, la question des comorbidités psychiatriques, le poids, l'alcool, le VHC, le niveau de dépendance et puis les facteurs génétiques. Je vais essayer de les prendre les uns après les autres et donner quelques indications qui permettent d'anticiper la posologie et les questions qui vont se poser lors de la phase de maintien. C'est des questions qui sont quotidiennes et qui justifient d'avoir un peu d'anticipation pour ne pas se retrouver soi-disant désarmé face à des situations cliniques qui finalement sont parfois assez simples. Alors, la question des comorbidités psychiatriques, il y a un grand débat sur quelles sont les posologies. Il y a plusieurs études qui semblent montrer que les patients qui présentent des comorbidités psychiatriques justifient des posologies de méthadone plus élevées que celles qui sont recommandées. En gros, celles recommandées habituellement
c'est pas plus de 80 mg par jour, ce qui est un dogme qui n'est absolument pas justifié scientifiquement. J'ai cité ici une étude qui a été très importante dans cette réflexion menée dans les années 2000 sur des patients entrant dans un programme méthadone et avec des comorbidités psychiatriques. Et cette étude montrait par exemple que les patients qui avaient des comorbidités psychiatriques justifiaient des posologies moyennes de l'ordre de 150 mg par jour, alors que ceux qui n'en avaient pas justifiaient de 90 à 99 mg par jour. Il y a eu un certain nombre d'autres études depuis. Le débat reste important. On peut quand même retenir que plus il y a de comorbidités psychiatriques, plus les posologies de méthadone devront être élevées. Ceci pose au moins 3 autres questions. La première d'entre elles, c'est l'identification des troubles psychiatriques associés. Les données de la littérature, elles montrent que présenter un état de dépendance sans troubles psychiatriques, en gros, ça n'existe pas beaucoup. Deuxièmement, la question des traitements psychotropes associés à la méthadone. Et là encore, c'est toute la question des interactions médicamenteuses qui renvoie à la troisième question, c'est est-ce que la méthadone, en adaptant les posologies, a des effets psychotropes autres que celles du contrôle strict des phénomènes addictifs. Moi, je fais partie des gens qui pensent que oui, et il y a des données dans la littérature qui montrent que la méthadone peut avoir un effet, par exemple, comme la dépression, dans certaines formes de dépression, peut avoir un effet dans le contrôle de certains troubles bipolaires et peut avoir un effet dans le contrôle de certaines manifestations hallucinatoires ou psychotiques. Bon, là, c'est vraiment une question de spécialiste, mais ça justifie quand même une réflexion. Et dans la prise en charge de ces patients qu'on appelle difficiles, eh bien, il faut d'une part bien connaître la littérature et essayer de travailler de concert addictologues et psychiatres. Bon, le poids, ça c'est comme pour tout médicament. Les médicaments, ils s'adaptent en fonction du poids, et dans la population des patients addicts, eh ben, on doit adapter les posologies de méthadone au poids. J'ai donné ici, ça c'est rappelé par plein d'auteurs, en gros les fourchettes qui sont recommandées en fonction de l'indice de masse corporelle, inférieur à 18,5, 18,5 à 24,9, 24,5 à 29 et supérieur à 30, vous voyez ce qui est recommandé. Les fourchettes, elles sont d'ailleurs très larges. Ça pose des questions, c'est que le poids des patients va changer au cours de la prise en charge. Bien souvent, quand on sort de l'enfer de la rue et des conduites addictives, eh ben, on va avoir des modifications de poids. Les patients vont prendre du poids à certains moments et bien, il faudra en tenir compte et adapter les posologies. C'est des informations qu'il faut avoir en tête, c'est des informations qu'il faut partager avec les patients et c'est un élément clinique à ne pas négliger dans les adaptations posologiques d'un traitement de substitution. Alors l'alcool, la grande question, l'alcool et les traitements de substitution. Alors d'abord, la question de la survenue des problèmes avec l'alcool, ça s'anticipe. Ça s'anticipe par le fait que bon nombre de patients qui vont avoir des problèmes avec l'alcool au cours d'un traitement de substitution en ont déjà à l'entrée ou en ont déjà eu. Donc on n'est pas surpris et on ne découvre pas ce problème-là au fur et à mesure. C'est du bon sens, tout le monde sait ça, mais c'est pas inutile de le rappeler et c'est pas inutile d'en discuter avec les patients. Deuxièmement, l'alcool, elle a des conséquences qui sont connues. L'alcool va, lors d'une prise aiguë, augmenter le pic plasmatique de la méthadone, comme elle augmentera le pic plasmatique de la cocaïne ou d'un certain nombre de substances psychoactives, ou les benzos. En général, on utilise l'alcool pour avoir un effet booster avec un certain nombre de substances. Avec la méthadone, cet effet, même si les usagers gardent en tête la possibilité d'utiliser l'alcool comme booster, mais ils seront souvent assez déçus et ils seront malheureusement parfois confrontés à des risques d'intoxication de surdosage. Donc c'est plutôt ce message-là qu'il va falloir donner aux patients. Et dans la surveillance, effectivement, les consommations de type binge ou impulsif d'alcool devront nous rendre plus prudents sur les posologies de méthadone. Plus complexe, c'est la prise au long cours d'alcool. En gros, si j'ai en plus des problèmes d'addiction aux opiacés, comme c'est souvent le cas, une dépendance à l'alcool, le nombre d'usagers qui boivent régulièrement des bières à la sortie du centre, à la consultation et chez eux, c'est quand même pas un détail. Et bien effectivement, la consommation chronique d'alcool va avoir un effet de modification des taux de méthadone et au long cours, et ben, elle rendra moins efficace et justifiera certainement des posologies plus adaptées et plus élevées de méthadone. Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur
alcool et méthadone, et donc un travail à la fois sur la prise en charge des problèmes d'alcool chez les patients dépendants aux opiacés et encore plus chez les patients dépendants aux opiacés et recevant de la méthadone. La question du VHC, c'est une question fréquente chez les drogues par voie injectable. Alors c'est assez, les données elles sont assez fortes mais peu nombreuses d'une certaine façon, mais il semblerait que les patients qui ont un VHC actif justifient des posologies plus élevées de méthadone. Bon, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête et de toute façon cette question-là, elle pose la question de la prise en charge des troubles hépatiques des patients sous méthadone et les éventuelles interactions médicamenteuses. Alors, il écrit partout que le niveau de dépendance influe sur les posologies de méthadone et ça pose la question de comment on évalue ce niveau de dépendance. La lecture que je fais de la littérature, c'est globalement les gens qui présentent une multitude d'addictions, premièrement. Deuxièmement, qui présentent un début des addictions à un âge précoce, ça veut dire avant la puberté, et qui présentent des facteurs associés de nombreux troubles somatiques et psychiatriques, sont des patients que tout le monde connaît, plus difficiles à gérer et qui posent le plus de problèmes de prise en charge, mais pour lesquels, manifestement, si on y arrive, une adaptation et une augmentation des posologies de méthadone, dans des circonstances de sécurité bien évidemment adaptées, peuvent avoir un intérêt. Beaucoup de données de la littérature vont dans ce sens. Je parle ici de méthadone et grossesse, même si je ne l'ai pas énoncé dans le plan, et puis je vous renvoie au cours sur les opiacés et le traitement par méthadone au cours de la grossesse. C'est une question qui va se poser, la grossesse chez les patients présentant une dépendance et prise en charge et sortant des phénomènes addictifs. Bien évidemment, les posologies de méthadone devront être adaptées au cours de la grossesse et au cours du troisième trimestre, il est généralement nécessaire d'adapter ces posologies aux les augmentant pour une raison assez simple, c'est que le volume de distribution, la masse sanguine, le volume sanguin va augmenter et donc il est très important d'adapter les posologies. C'est important parce que les manifestations de manque, elles peuvent avoir des conséquences sur la grossesse et puis aussi elles peuvent avoir des conséquences sur le nouveau-né, comme les avortements spontanés, la prématurité, l'éclampsie, enfin un certain nombre de phénomènes qui sont bien connus. Je vous renvoie au cours ici encore sur grossesse et opiacés. On peut augmenter les posologies et puis il y a aussi la question du fractionnement de ces posologies. Il y a des données qui sont intéressantes et qui montrent que finalement, si on fractionne les posologies de méthadone au cours du troisième trimestre, on va pouvoir avoir une efficacité plus continue et aussi on diminuera la durée du syndrome de sevrage chez le nouveau-né. J'y reviendrai dans une question autre, mais je crois que c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. Alors, toute la question se pose de est-ce qu'on fait des méthadonémies et est-ce qu'il y a un intérêt de doser la méthadone et de faire des taux plasmatiques? Je réponds directement à cette question, c'est quand même la clinique qui est prépondérante. Bien évidemment, dans des situations complexes que je vais essayer d'expliquer, qui peuvent malheureusement être fréquentes chez les patients addicts sous méthadone, et il y aura nécessité de pouvoir discuter avec la pharmacovigilance, avec des pharmacologues qui connaissent la pharmacocinétique, et puis avec des psychiatres et des addictologues pour adapter dans certaines circonstances les posologies aux besoins des personnes. Et la méthadonémie peut être un élément qui permet de réfléchir à cette adaptation. La méthadonémie, c'est nécessaire dans un certain nombre de circonstances. En gros, quand on n'arrive pas à équilibrer les patients et qu'on ne comprend pas pourquoi, et puis lorsque on se retrouve face à des prises que les cliniciens considèrent comme inconsidérées, il n'est pas inutile de comprendre pourquoi les posologies doivent être aussi entre guillemets inconsidérées, mais répondant vraisemblablement aux besoins des patients, et cette exploration à travers la méthadone peut apporter des réponses et aider à adapter les choses. Dans la littérature, progressivement, on essaye de dire qu'il y a des posologies qu'on considère comme hautes, mais c'est vraiment haute, c'est à partir de quand c'est haut, c'est est-ce que c'est 120, est-ce que c'est 150, voilà en gros ce qu'on recommande. Il n'est pas inutile de faire des méthadonémies, et puis on a défini une fourchette qu'on appelle thérapeutique, ou en tout cas une fourchette qui évite un certain nombre d'accidents, qui est entre 450 et 500 nanogrammes par millilitre.
d'une forme du dosage du produit mère de méthadone. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande variabilité. Pourquoi on fait des dosages et pourquoi on a besoin? Parce que déjà, il y a une très grande variabilité entre les doses administrées et les taux sanguins. Il n'y a pas une relation linéaire entre ces doses. Donc il y a, dans un certain nombre de circonstances, besoin d'avoir un dosage et de comprendre les fluctuations de ce dosage. Ce dosage, il doit être fait soit au moment du pic, je rappellerai comment on peut le déterminer, soit au moment juste avant la dernière prise, c'est-à-dire au niveau du fin de la courbe. Le plus souvent, les taux thérapeutiques que je vous ai énoncés, 400 à 500 grammes par millilitre, sont des taux qui sont considérés en fin de courbe. Un petit rappel, mais ça vous l'avez déjà lu dans d'autres diapositives, la pharmacocinétique de la méthadone, elle est assez simple, elle est connue. La principale question, c'est la question du métabolisme et l'interaction avec les cytochromes P450. Le pic plasmatique, si on veut faire une méthadonémie au pic, eh ben, c'est à peu près 2 à 4 heures après la prise. Et la demi-vie, eh ben, 24 à 36 heures. Et en général, ben, on va faire la méthadonémie résiduelle à peu près 24 heures. Donc en gros, en clinique, on fait la méthadonémie 24 heures après la dernière prise. Mais il est parfois utile de faire une méthadonémie résiduelle et une méthadonémie au pic. Je ne vais pas développer ça ici, mais ça peut apporter des informations à la fois sur le métabolisme des patients et sur la cinétique de la méthadone. Alors, c'est une question importante, la question du métabolisme et des interactions de la méthadone. Comme vous le savez, donc la méthadone s'est métabolisée au niveau hépatique par le cytochrome P450. Il y a deux formes du cytochrome qui sont particulièrement impliquées. La forme 3A4, qui est la principale forme de métabolisme de la méthadone, et puis la forme 2B6 qui a été plus fréquemment mise en évidence. Mais c'est surtout la 3A4 que vous devez retenir, et puis il y a deux autres formes du cytochrome qui ont été identifiées, mais qui sont moindres. Si vous avez des questions sur ces interactions, je vous renvoie à deux sites. Un site américain que j'ai cité ici, qui est sur la question des interactions, et puis surtout le site de l'ANSM qui a très bien répertorié toutes ces possibilités d'interaction. Je vous ai rappelé ici un certain nombre de produits et de médicaments qui interagissent avec la forme 3A4 du cytochrome P450, qui donc est la partie du cytochrome qui est le plus impliqué dans le métabolisme de la méthadone. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même énormément de médicaments psychotropes, hein, des benzos, l'alprazolam, des antidépresseurs, le citalopram, mais pas seulement, les anciens antidépresseurs comme l'imipramide interviennent, des médicaments antibiotiques comme l'érythromycine, ici, puis des antirétroviraux, puis ensuite des médicaments cardiologiques. Enfin, un certain nombre de médicaments sont connus pour interagir et bien évidemment nos patients, lorsqu'on va prescrire ce type de médicaments, lorsqu'ils vont être associés, lorsqu'ils vont les prendre plus ou moins régulièrement, se trouvent dans des situations où le métabolisme de la méthadone va être modifié et où il peut être intéressant, je le rappelle, c'est quand même la clinique qui prime, de faire des dosages de méthadone pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des interactions. Je rappelle ici la question très importante, toutes les personnes n'ont pas les mêmes cytochromes P450. Là, je vous renvoie au cours sur la question du cytochrome P450. Et dans la population, il y a au moins une fraction de cette population qui est parfois surreprésentée chez les patients addicts, de patients qu'on appelle métaboliseurs rapides. Et les métaboliseurs rapides, eh ben, ils vont avoir parfois la nécessité de fractionnement des doses. Je reviens donc aux données pharmacologiques. Même si la demi-vie est 24 à 36 heures en moyenne chez les gens, et ben, chez les métaboliseurs rapides, cette demi-vie pourrait être moindre, de l'ordre de 12 heures, et il y a des cas exceptionnels dans lesquels la demi-vie de la méthadone sera inférieure à 12 heures, qui justifiera donc des prises fractionnées au cours de la journée. Je vous montre ici la question des fourchettes définies comme thérapeutique pour la méthadone. Donc, en gros, plus de 400 nanogrammes par millilitre jusqu'à 800 mg
nanogrammes par millilitre, on est dans quelque chose qui est plutôt dans ce qu'on appelle des fourchettes métaboliques, thérapeutiques. En dessous de 400, eh ben, on est dans quelque chose qui est dans des fourchettes infrathérapeutiques. Et puis les risques de surdosage et d'intoxication, ils surviennent pour des dosages de méthadone 1800 à 1000 nanogrammes par millilitre. Donc parfois c'est intéressant. J'ai dit ici 400 à 800 et j'ai dit tout à l'heure 400 à 500 nanogrammes par millilitre. Il y a un débat effectivement sur cette fourchette et je vous invite à garder en tête plutôt 400 à 800 nanogrammes par millilitre comme étant la fenêtre thérapeutique de la méthadone fait de façon résiduelle, donc en gros 24 heures après la dernière prise. Alors, dernier point, est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit fractionner les doses? En théorie, oui, surtout chez les métaboliseurs rapides. En théorie, oui, surtout si on a un médicament qui vont interagir avec le métabolisme de la méthadone. Et si ces médicaments sont pris de façon fractionnée dans la journée, eh bien, il pourrait y avoir un intérêt à fractionner les prises de méthadone. Bon, les signes cliniques qui vont vous orienter vers les prises biquotidiennes et parfois plus, c'est les patients qui se trouvent très sédatés suite à la première prise avec l'apparition rapide de signes de manque. C'est pour ça qu'il faut analyser sur 24 heures ces symptômes. Et puis, c'est les patients pour lesquels on a fait une méthadonémie au pic, là, cette fois-ci, donc 2 à 4 heures la prise de méthadone, pour lesquels ces taux sont très élevés et au moins 2 fois supérieurs à la méthadonémie résiduelle. Voilà, c'est des orientations cliniques qui peuvent aider, mais après, je le répète, c'est toujours la clinique qui prime. Alors, pour conclure et résumer, voilà, il y a des facteurs qui vont avoir un impact sur la concentration de méthadone, c'est ce qui est en rouge, les comorbidités psychiatriques, le VHC, surtout l'alcool, en aigu, et puis bien évidemment la question des inducteurs enzymatiques du cytochrome P450. Donc ce sont des éléments qu'on doit avoir en tête, qu'on anticipe et qui justifieront parfois des avis spécialisés, des réunions multidisciplinaires. Pour conclure, c'est quand même l'interrogatoire et l'examen qui prime, c'est quand même l'évaluation des syndromes de manque et les syndromes des effets secondaires qui priment dans l'adaptation des posologies. Quelques références bibliographiques, mais c'est à peu près toujours les mêmes et puis vous les connaissez tous. Et enfin, mes liens d'intérêt qui sont peu nombreux au cours de l'année 2019.